Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise et c'est un réel plaisir de vous retrouver en ce moment même pour cette nouvelle édition. Mais avant d'aller en détail, voici le sommaire de l'actualité de ce mercredi. Le Rwanda rend un dernier hommage à l'ambassadeur, le colonel Dr Joseph Karemera, décédé le 11 octobre courant. Le procès du docteur Eugène Rwamucyo se poursuit dans sa 3e semaine à la cour d'assises de Paris. Nous allons y revenir. Bonjour et bienvenue à cette grande édition. Ce mercredi, le Rwanda rend un dernier hommage à l'ambassadeur, le colonel Dr Joseph Karemera, décédé le 11 octobre courant. S'exprimant à cette occasion, le président de la République, Paul Kagame, a rappelé que la vie est là pour nous donner des enseignements. Ubuzima icyambere cyabwo ni isomo buri munsi uko bayeho buri cyumweru. La vie est d'abord elle-même une leçon. Ce que tu vis chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, la vie est toujours jonchée de leçons, qu'elles viennent des événements malheureux ou des événements heureux. La vie présente ces deux faces. Et tous ces événements devraient nous enseigner à n'importe quel moment de notre vie. Icyo gihe n'ayo masomo afite uko yubaka umuntu uko amugira. Niko ubwo ku ruhande rwa Karemera, ces leçons façonnent toute personne. Et c'est ce qui est arrivé à Karemera. Il a été façonné par ce qu'il a traversé. C'est ce qui l'a poussé à figurer parmi les pionniers qui ont pensé à résoudre les problèmes des Rwandais qui vivaient à l'étranger, tout comme ceux de l'intérieur, puisque c'était des problèmes du pays en général. Ce rôle qu'il a joué était donc lié à sa propre personnalité. ntabwo ari abari hanze gusa byari gukemura ikibazo cy'igihugu muri rusange, usibye ko yari gihereye ku bari hanze. Urwo ruhare nabwo ubwo n'uwo yari we. Le chef de l'État a en outre loué la bravoure et le sens élevé du patriotisme qui ont caractérisé le regretté, faisant allusion aux ennemis du Rwanda qui ont tenté vainement de le corrompre. Icyo nshimira Karemera kandi n'ubundi nicyo cyagombaga kuba, abo bantu baramugerageje. Ce que j'apprécie chez Karemera et qui convenait, c'est que les gens mal intentionnés l'ont approché de tous côtés, cherchant à le manipuler, et comme ils avaient réussi à le faire pour d'autres personnes. Ce sont ces gens qui vivent à l'étranger, qui se sont laissés duper, mais ils n'ont rien gagné. Et personne de ces gens-là, qui nous ont quittés pour l'étranger, ne se sentait mieux qu'ils ne l'étaient ici, avec nous. Personne. Karemera baramugerageje rero. Ariko Karemera kubera amasomo y'ubuzima, kubera igihe, Karemera a été approché dans ce sens, mais il a su résister à ces gens grâce aux enseignements de la vie, grâce à son caractère et grâce à cette politique qu'il a lui-même contribué à construire dans ce pays. Il leur a refusé. Il nous quitte conscient de tout ça. Il part, sachant que nous partagions cette connaissance là-dessus. Et ça veut dire qu'il nous quitte en toute dignité. agiye azi ko tubiziranyeho, ariko ubona uvuga ngo agiye neza. Le
président Kagame a également invité les gens à viser haut et à militer pour leur dignité, précisant que personne ne devrait accepter de vivre dans le mépris. It's never too late to learn lessons of life. Kwiga amasomo y'ubuzima. Ayo masomo akabaha. Il n'est jamais tard d'apprendre de la vie. Sachons nous inspirer de la vie et que ces enseignements vous permettent de bien vivre et d'accomplir de bons actes dans votre vie. Et c'est une réalité de tous les jours. Même ces combats que nous menons peuvent perdurer. Et celui qui ne veut pas les vivre, je ne vois pas ce que vaudrait sa vie. Mais si tu veux être à la merci de tout le monde, tu ne mènes aucun combat. Niburi umuntu yashaka kuba agatebo kayora ivu ntabwo urwana intambara uremera ukayora ivu iyo ushaka kuba umuntu muzima. Si tu veux vivre dignement, tu ne dois pas l'accepter. Et même ces puissants que vous entendez ici et là, à l'étranger, ne devraient vous considérer ainsi. Vous devez leur résister, à moins que vous vouliez vivre dans le mépris. Et vivre dans le mépris, c'est un choix. Ou c'est l'ignorance. Les gens en ont droit. L'ambassadeur, le colonel Dr Joseph Karemera, qui a fortement milité dans la guerre de libération du Rwanda et d'arrêt du génocide, a été ministre de la Santé et de l'Éducation avant d'être ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud et servir comme parlementaire au Sénat rwandais. Le réseau électrique du Rwanda est actuellement connecté à ceux des pays comme l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie, ainsi qu'aux pays de la région des Grands Lacs, à savoir le Burundi et la République démocratique du Congo. L'interconnexion des réseaux aide les pays à trouver des solutions aux problèmes d'approvisionnement en électricité. Les détails avec Kassim Youssouf. Le réseau électrique reliant le Rwanda aux pays de la région des Grands Lacs commence à la rivière de Rusizi, exutoire du lac Kivu, en province de l'ouest du Rwanda, à la frontière avec la République démocratique du Congo. C'est là où est construit le barrage hydroélectrique situé du côté congolais à 15 km des bureaux de la Société internationale d'énergie des Grands Lacs, Sinelac, qui est chargée de la distribution de l'électricité installée sur le territoire rwandais. C'est également là que l'électricité est envoyée et répartie entre les entreprises de distribution du Rwanda, de la RDC et du Burundi qui se la partagent équitablement. La station de dispatching de Mururu 2, gérée par la Société internationale d'énergie des Grands Lacs, Sinelac, surveille minute par minute comment les pays se répartissent cette énergie et si une demande d'électricité importante par l'un ou l'autre pays se manifeste, il est invité à réduire la distribution. Ici, sur le poste de dispatching de Mururu 2, distribue l'énergie entre les trois pays, l'énergie produite par la centrale Ruzizi 2, qui est une centrale communautaire aux trois pays, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Et la distribution de l'énergie se fait en principe, chaque pays a en principe droit au tiers de la production de la centrale Ruzizi 2. Mais ça, ce sont des principes, c'est théorique, mais en pratique, il arrive que un des trois pays tire beaucoup plus d'énergie. À ce moment-là, il oblige les autres à prendre peu par rapport au quota qui est dont chaque pays a droit. Et d'ailleurs, normalement, nous communiquons un programme de production mensuel. On le communique à tous les pays
pour qu'ils puissent s'organiser et pour qu'ils sachent le quota qui est disponible. Alors, quand nous pouvons avoir des difficultés à répartir équitablement notre énergie, c'est le cas par exemple où un des pays peut avoir les travaux de maintenance sur la ligne les alimentant. À ce moment-là, il prend peu par rapport au quota, ou bien il peut avoir ce qu'on appelle les déclenchements de ces centrales ou des unités de production. À ce moment-là, il cherche à tirer beaucoup plus par rapport au quota qui est communiqué. Et l'opérateur qui est ici, et nous les responsables de ce poste, nous avons le devoir de les rappeler chaque fois de revenir au quota. Et c'est un travail qui se fait régulièrement, chaque fois qu'il y a des équilibres entre la répartition des trois sociétés nationales d'électricité des 3 pays. Chaque pays a un employé responsable à cette station de répartition de l'électricité. Le chef de poste Irambona Innocent explique comment, grâce à ce réseau, la RDC, le Burundi et le Rwanda disposent désormais de réseaux interconnectés avec ceux des communautés régionales environnantes. Ici, nous sommes au dispatching régional du poste Mururu. Nous recevons de l'énergie en provenance de la centrale Ruzizi 2 qui a été construite en 1900, qui a été mise en service en 1989. À partir d'ici, du poste Mururu, nous envoyons de l'énergie pour les 3 pays de la CPG. Chaque pays a droit d'un tiers du quota disponible ici au poste Mururu. Ici au poste Mururu aussi, nous sommes interconnectés avec les 3 pays. Récemment, le Rwanda a été interconnecté avec l'Ouganda. L'Ouganda est aussi interconnecté avec le Kenya. Pour dire que actuellement, le réseau de la CPG, nous sommes interconnectés avec le réseau de EAPP, East Africa Power Pool. Prochainement, l'EAPP sera interconnecté avec le réseau de la SADC. En plus de l'interconnexion des réseaux électriques, la société Sinelac prévoit des projets pour accroître sa capacité. Ruzizi 2 ou Ruzizi 2, plutôt Ruzizi 3 ou Ruzizi 4, ça aura une capacité de loin supérieure à Ruzizi 1, qui est de la RDC. Et ça, c'est une centrale qui a été construite en 89, plutôt en 59. Du temps des Belges, ça a été construite par les Belges. Et à l'indépendance, le royaume de la Belgique a donné ça à l'État de la RDC. C'est sur la frontière des 2 pays. Et puis en 89 est venu Ruzizi 2, qui est géré par la Sinelac, qui est communautaire entre les 3 pays. Et Ruzizi 3, ce sera communautaire, et Ruzizi 4, ce sera communautaire. Et je dirais que Ruzizi 2, si tout va bien, qui est maintenant avec sa capacité installée de 45, elle sera multipliée par 5 avec Ruzizi 3. Donc c'est possible. Et même Ruzizi 4, ça sera presque autant. Donc il y a un énorme potentiel de produire beaucoup d'électricité. Et nous avons encore des déficits énergétiques dans les 3 pays. La demande y est toujours. Et il y a encore un autre avantage que l'hydroélectricité. C'est de l'électricité qui est propre et du côté de l'environnement, du point de vue environnemental, qui est préférable et qui est fiable et qui est même moins cher. Pour ce qui est du tarif, l'énergie électrique vendue par la Sinelac, elle est vendue à 5,3 cents par kilowattheure. Ça, c'est un tarif qui est le plus petit dans toute la région, si pas même dans toute l'Afrique. Le directeur général de Sinelac, Fidèle Ndeïsava, rassure par ailleurs ceux qui se posent la question sur une éventuelle incompréhension eu égard aux relations existantes entre les pays qui pourraient affecter la collaboration des employés et la répartition de l'électricité produite.
Les accords portant création de cette société d'électricité ont été signés en 1983 et les travaux de construction des infrastructures ont débuté en 2084 et a commencé à fournir de l'électricité 5 ans plus tard, en 1989. Le procès du docteur Eugène Rwamucho se poursuit dans sa 3e semaine à la cour d'assises de Paris. Mardi, la cour a entre autres entendu un témoin qui a indiqué que Rwamucho a ordonné à ce que des personnes blessées soient jetées et enterrées vivantes dans des fosses communes. Jean Damasen Manichemi nous en dit plus. L'un des témoins qui ont fait leur déposition mardi devant la cour d'assises de Paris fut membre des juridictions Gacaca, c'était Justice participative, qui a permis au Rwanda de juger des milliers de suspects génocidaires en quelques années. Le témoin a comparé Rwamucho à Adolf Eichmann, un bureaucrate qui a supervisé la Shoah. Le témoin a rappelé que le docteur Rwamucho a été condamné à perpétuité en son absence en 2007 par la juridiction Gacaca de Butare au sud du Rwanda. Il a évoqué le fait que des malades et blessés Tutsis du centre hospitalier universitaire de Butare auraient été tirés de leur lit et jetés encore vivants dans la fosse. Et qu'en est-il des autres chefs d'accusation qui pèsent contre Eugène Rwamucho? Alain Gauthier est président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Alors le docteur Rwamucho est poursuivi. Essentiellement, il y a 2 grands chefs d'accusation qui le concernent. Il y a d'abord la question de l'enfouissement des corps. Il faut savoir que le docteur Rwamucho a participé à l'enfouissement des corps dans la préfecture de Butare, et cela sur 10 sites différents. Il y a 10 fosses communes qui concernent son intervention, que ce soit à Butare même, Taba, l'Arboretum en face de l'hôtel Faucon, ou Guichanvou, et encore Kabouye à Andorra. Donc ça, c'est le premier chef d'accusation. Et puis, il y a aussi le fait que le docteur Rwamucho est présenté comme un grand idéologue très proche de la CDR, donc le parti extrémiste, et en particulier à cause du discours qu'il a tenu, l'intervention qu'il a faite lors de la visite de Jean Kambanda à Butare le 14 mai 1994. Où Jean Kambanda est venu mobiliser les intellectuels pour participer au génocide. Pour le journaliste et écrivain français Jean-François Dupaquier, l'enjeu du procès Rwamucho est essentiel, car son rôle est capital dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Pour lui, le docteur Rwamucho aurait dû comparaître devant l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie et non devant la cour d'assises. Quand je dis que Rwamucho figurait parmi les 40 principaux organisateurs du génocide et que le tribunal pénal international a convoqué 92 témoins, vous voyez, je pense que les mathématiques sont assez claires. Et je ne sais pas pourquoi il a échappé au tribunal pénal international, de même que son principal lieutenant, Vincent Ntezimana, dont il est à peu près évident qu'il est l'auteur des 10 commandements du Hutu. Ce texte des 10 commandements, il a une telle importance en raison de toutes ses conséquences, et notamment du martyre des femmes Tutsis pendant le génocide. Ce qui est une spécificité du génocide des Tutsis, c'est le martyrologue des femmes, que la place de Vincent Ntezimana, comme celle de Eugène Rwamucho, aurait dû être devant le tribunal pénal international, et malheureusement, cette affaire a un petit peu échappé aux juges belges quand il a été traduit devant la cour d'assises en 2001, qui lui ont infligé une peine de 12 ans de prison extrêmement faible par rapport à ses responsabilités, aussi bien comme idéologue qu'à Butare pendant le génocide, où il est accusé d'avoir tué lui-même, ou fait tuer directement un nombre indéterminé de Tutsis. Maître Gilles Paruel, l'un des avocats des parties civiles dans ce procès, estime que l'affaire Rwamucho permettra de connaître davantage d'informations sur l'histoire des génocides commis contre les Tutsis et affirme que le rôle de Rwamucho dans le génocide à Butare est indéniable, vu la place qu'il y occupait au moment des faits. On a eu les exécutants, on a eu les décideurs politiques, que ce soit des bourgmestres, que ce soit des préfets. On a aujourd'hui l'idéologue. Pour qu'il y ait un génocide, il faut
un idéologue, une idéologie, et Rwamucho fait partie de ces personnes qui sont à l'origine du génocide des Tutsis au Rwanda. L'accusé, aujourd'hui, fait partie de ceux qui ont organisé idéologiquement le génocide et qui ont permis de faire en sorte qu'il se perpétue de la façon dont nous connaissons. À Butare, il y a tout un cercle, le cercle des républicains, qui fait en sorte qu'ils ont entraîné avec eux un certain nombre de personnes qui ont fait en sorte ensuite que le génocide puisse se perpétrer. Même si à Butare, eh bien, le génocide est arrivé un petit peu plus tardivement, il n'en reste pas moins vrai que ce sont les véritables idéologues. Le journaliste Jean-François Dupaquier estime que le rôle du noyau des intellectuels de Butare est clé dans l'histoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, ce qui devrait déboucher sur une condamnation conséquente de Rwamucho devant la cour d'assises de Paris. Ce sont des intellectuels très solidaires, très compétents, la plupart bénéficiant d'un doctorat. C'est le cas de Rwamucho, c'est le cas de Nahimana, c'est le cas de Jean Bosco Barayagwiza, c'est le cas de Ntezimana, etc. Ce sont des intellectuels, ils sont tout à fait responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils font. C'est pourquoi j'espère que la Cour d'assises de Paris en tiendra compte dans son verdict. Eugène Rwamucho, 65 ans, est le 8e Rwandais jugé devant la Cour d'assises de Paris. Après le capitaine Pascal Simbikangwa, Octavien Ngenze Tito Barahira, Claude Muhaimana, Laurent Boukibaruta, Philippe Atekimana Manier et le docteur Sosten Munyemana. Le contingent rwandais déployé au Soudan du Sud, continue sa mission de maintien de la paix, mais aussi des activités visant à accompagner le développement de ce pays. Le bataillon dénommé Rwambata One a participé notamment à la construction d'une école primaire à Kapuri, à la périphérie de la capitale Juba, mais aussi aux travaux communautaires. Les détails avec Patrick Niledade. L'école primaire de Kapuri a été construite par l'armée rwandaise qui fait partie de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud. Les habitants de cette région saluent le rôle joué par les soldats de la paix rwandais, non seulement pour les protéger, mais aussi pour assurer leur bien-être grâce à de telles initiatives. Je suis très heureuse aujourd'hui car nos enfants accèdent à des conditions favorables d'éducation. Avant, les enfants n'avaient pas de salle de classe. Quand les soldats rwandais sont arrivés ici, ils ont trouvé nos enfants étudiants sous les arbres. Ils nous ont demandé un terrain pour construire des salles de classe pour nos enfants. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons cette belle école. Ils nous ont appris à planter des arbres fruitiers et ont offert du matériel scolaire à nos enfants. Voilà pourquoi nous sommes heureux. La construction de l'école a commencé en 2014 dans le cadre d'un effort conjoint entre les bataillons rwandais, l'UNICEF, la communauté rwandaise du Soudan du Sud et la communauté des Kapuri. Le porte-parole adjoint des forces rwandaises de défense, le lieutenant-colonel Simon Kabela, a noté que cette initiative de construction de cette école visait à assurer la sécurité et le bien-être de la communauté dans cette région. Nous sommes ici pour voir l'état de cette infrastructure que nous avons construite. La peinture s'était détériorée et nous avons repeint les murs. Et nous avons vérifié si tous les enfants avaient le matériel scolaire et ainsi offrir à ceux ou celles qui n'en avaient pas. Notre objectif est d'encourager les enfants à continuer leurs études en ayant le minimum requis. Cette école est située dans la banlieue de Juba, la capitale du Soudan du Sud. Elle compte 8 salles de classe et 2 bureaux pour le personnel et accueille désormais 541 élèves. Elle a été officiellement remise au gouvernement du Soudan du Sud le 9 février 2015. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec moi-même, Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes. D'ici là, portez-vous bien.